Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers confrères une autre fois dans un autre cours, toujours dans le module de neurologie. Notre cours aujourd'hui c'est les hydrocéphalées. C'est le cours de professeur Merouche. Les liens sont toujours disponibles dans la description. Je vous invite à abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous demande le maximum de partage, le maximum de j'aime. Ne laissez pas ces vidéos arrêter ou bien à votre disposition. Partagez-les avec vos camarades. Donc, on commence notre cours. Le plan contient une introduction, généralité et définition, rappel anatomique et physiologique. Après ça, c'est de la physiopathologie de l'hydrocéphalie, le tableau clinique et bien sûr les bilans paracliniques, les étiologies, les diagnostics différentiels et les traitements. Donc ça, c'était le plan du cours. On va voir les hydrocéphalies aiguës, les hydrocéphalies chroniques. On va voir dans la clinique les hydrocéphalies chez le nourrisson, chez l'enfant et même chez l'adulte. Donc, c'est une affection qui touche ou bien survient à tout âge. Mais surtout, c'est qu'elles sont retrouvées chez les nourrissons comme on va voir. Donc, du grec, hydro veut dire l'eau et céphalée, c'est la tête. Donc, c'est l'hydrocéphalie, c'est l'excès d'eau ou bien de LCR dans la boîte crânienne. Donc, l'intérêt de question, il y a deux types. On a de l'hydrocéphalie qui est communicante. C'est un équilibre entre la production et la réabsorption du LCR. Et la non communicante qui est obstructive. Donc, la première, c'était communicante. Communicante veut dire que les quatre ventricules sont rejoints les uns à l'autre. Donc, il n'y a pas d'obstacle dans la sécrétion du LCR. Là, quand vous voyez dans les ventricules, si elle est une hydrocéphalie communicante, donc le LCR va s'écouler normalement, de façon normale, de façon physiologique au niveau des quatre ventricules. Mais il y a un déséquilibre entre la production et la réabsorption. Donc ça, c'est l'hydrocéphalie communicante. L'inverse, la non communicante. Donc on va avoir une obstruction de la continuité des ventricules. Bien sûr, il existe un obstacle qui va causer l'obstruction des trajets du LCR. Donc si on va classer l'hydrocéphalie, on a des hydrocéphalies communicantes, là où les ventricules communiquent entre les uns aux autres. C'est un déséquilibre entre la production et la réabsorption du LCR. Il n'y a pas d'obstacle. La non communicante, comme leur nom indique, il n'y a pas de communication entre les ventricules. Il y a des obstacles. Ça, c'était les deux types, la communicante et la non communicante. Maintenant, on va passer à la définition. Donc, l'hydrocéphalie est un trouble de l'hémodynamique du liquide cérébrospinal, du LCS. Donc, à l'état pathologique, il est un résultat de déséquilibre entre la production et l'absorption du LCR à l'origine d'une augmentation du volume imparti de ce liquide. Donc, dans les cavités ventriculaires et aussi souvent dans les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, on va noter l'excès du LCS, du liquide cérébrospinal, dans les ventricules et même les cavités ou bien les espaces sous-arachnoïdiens. Donc, les conséquences sont premièrement l'augmentation de la taille des ventricules et la conséquence qu'on va craindre, c'est l'augmentation ou bien l'hyperpression intracrânienne. C'est de l'HIC. On a déjà abordé le cours de l'HIC. Je vous invite à le consulter. On a déjà parlé des conséquences et des séquelles. Ils étaient défavorables. C'est la diminution du débit sanguin cérébral. C'est l'engagement, les complications mécaniques et d'autres parmi autres. Donc, je vous invite à consulter le cours de l'hypertension intracrânienne. Donc, les conséquences, l'augmentation de la taille des ventricules et bien sûr l'augmentation de la pression intracrânienne qui va causer du trouble neurologique. Donc, ça, c'était la définition de l'hydrocéphalie.
Maintenant, on va voir un petit rappel anatomique. Donc, vous voyez que le cerveau contient des cavités. On les appelle les ventricules. Il existe deux, sont bilatérales. C'est le premier et le deuxième ventricule. On a le troisième ventricule qui lui-même va communiquer avec une quatrième cavité, un quatrième ventricule. C'est le quatrième ventricule qui est impliqué ou bien situé au niveau du tronc cérébral, en avant du cervelet et en arrière. Donc, il va communiquer avec les citernes de base de l'espace sous-arachnoïdien grâce aux trous de Luschka et de Magendie qui constituent les voies de dissémination ou bien de sortie du LCR. Et le troisième ventricule, là, on va trouver le plexus choroïde, c'est le lien de la fabrication du LCS ou bien de filtration. C'était un petit rappel anatomique. Et bien sûr, comme c'est de liquide LCR, donc dans le scanner, il va apparaître hypodense. C'est une substance noirâtre. Là, ça, c'est les ventricules. Donc, les ventricules, ce sont des structures, c'est du LCS. Donc, ils vont apparaître en hypodensité. Donc, et dans l'IRM, c'est de l'hyposignal T1. Ça, c'était le système ventriculaire qui est illustré là. C'est lieu de circulation du LCS. Et on a aussi même un système extraventriculaire. C'est quoi? Ce sont les citernes arachnoïdiens, dont les principaux sont la citerne chiasmatique, la citerne basale, la citerne interpendiculaire, la citerne ambiante, la citerne cérébromédulaire ou la grande citerne. Donc, ces espaces sous-arachnoïdiens comprennent ou bien des prolongements constitués par des gaines neuronales entourant les nerfs périphériques et les gaines vasculaires. Donc, ces citernes-là vont constituer plutôt un système extraventriculaire pour l'écoulement du LCR. Donc, le LCR va s'écouler au niveau des ventricules indiqués là et même sous les espaces sous-arachnoïdiens ou bien les citernes. Donc, il a un rôle de nutrition, un rôle de protection contre les traumatismes. C'est un liquide physiologique qui va s'écouler dans un système intraventriculaire et un système extraventriculaire. Ça, c'était un rappel anatomique concernant l'écoulement du LCR. Et par cet écoulement-là, on va obtenir des pathologies, c'est de la physiopathologie. Commençons premièrement par la physiologie. Donc, le LCR, il est fondé par trois phénomènes qui sont essentiels. Premièrement, c'est la sécrétion. C'est le rôle du plexus choroïde au niveau du plancher du troisième ventricule. Deuxièmement, la circulation. On avait déjà dit qu'il circule dans un système intraventriculaire et extraventriculaire. Et dernièrement, c'est la résorption, comme on va détailler. Si il existe un problème dans l'un de ces processus-là, on va noter de l'hyper ou bien de l'hydrocéphalie. Donc la perturbation de l'un ou de plusieurs de ces facteurs-là, c'est l'origine de l'hydrocéphalie. Donc si on comprend la physiologie, la physiopathologie sera facile. Donc commençons premièrement à la sécrétion. Donc le LCR, il va être sécrété dès le troisième mois du développement intra-utérin. Il va sécrété de façon qui continue. Donc le siège, c'est le plexus choroïde qui existe dans la membrane apicale de l'épithélium. Donc en 80% des cas. Mais il existe une sécrétion, c'est des sécrétions actives qui nécessitent de l'énergie. Lorsqu'on parle de l'énergie, on va parler de la pompe Na+, K+, l'adénosine triphosphate, l'ATP et l'ATPase. Donc, la sécrétion du LCR, c'est un phénomène actif, nécessite de l'énergie, nécessite des enzymes, nécessite de l'ATP, nécessite de pompes et il va se faire devant la membrane apicale de l'épithélium du plexus choroïde au niveau du plancher du troisième ventricule.
Donc, 80% du SCR sont sécrétés au niveau du plexus choroïde. 20% qui restent, c'est en dehors du plexus choroïde. C'est multiple. On peut incriminer de l'épendyme, les capillaires, les vaisseaux par l'afflux de liquide interstitiel cérébral par les ventricules. Donc, 80% gardé en tête, c'est au niveau intraventriculaire et 20% c'est extraventriculaire en dehors du plexus choroïde. Le débit de sécrétion demeure constant dans les conditions normales et s'établit à l'environ, donc c'est de 20 millilitres par heure. Donc, le débit cérébral ou bien le débit de l'écoulement ou bien de sécrétion du SCR, c'est de 20 millilitres par heure et qui va être défini par 500 millilitres par 24 heures chez l'adulte. Donc, le volume total, c'est de 150 millilitres, d'où 25 millilitres dans les ventricules et 30 millilitres dans l'espace sous-arachnoïdien. Mais gardez-vous en tête que le volume ou bien le taux du LCR, il se varie en fonction de l'âge. Par exemple, chez le nourrisson, c'est 2 millilitres par heure et de l'enfant, il varie en 15 millilitres par heure. Donc, et ne semble pas être influencé par les modifications de la pression intracrânienne chez l'adulte, sauf dans des situations pathologiques. Donc, le débit de sécrétion du SCR est fixé, sauf dans des états pathologiques où il va se varier ou bien se laisser de l'espace. On a parlé de ça dans le cours de l'HIC, je vous invite à le consulter. Deuxièmement, la circulation, ça c'est très facile. Donc, du carrefour ventriculaire, le principal site de production, le LCS emprunte le troisième ventricule. Après ça, il va passer par l'aqueduc du sulcus vers le quatrième ventricule. Donc, deux troisième ventricule vers le quatrième ventricule par l'aqueduc du sulcus où il va joindre les espaces sous-arachnoïdiens par les trous de Luschka et de Magendie. Ça, c'est de l'anatomie. On a parlé de ça dans le rappel anatomique. Donc, l'écoulement, c'est facile. Aqueduc du sulcus qui constitue le passage entre le troisième et le quatrième ventriculaire et entre le quatrième et les espaces sous-arachnoïdiens. Ça, c'est le rôle du foramen de Luschka et de Magendie. Et ainsi de suite, ça va s'écouler de façon continue. Donc, du troisième ventricule, quatrième, les citernes, après ça, dans les ventricules latéraux, et ainsi de suite. C'est un cercle, c'est un circuit fermé. Le LCR va s'écouler dans ses voies physiologiques à l'état physiologique. Ça, c'était la circulation. Dernièrement, la résorption. Donc, la résorption essentielle du SCS qui est sécrété, il va être résorbé au niveau des vélosités arachnoïdiennes qui est situé au long du sinus veineux intracrânien. Donc, le lieu de résorption, c'est le sinus veineux intracrânien. C'est là où le SCR va être résorbé. Notez bien qu'il existe un équilibre, un parallélisme entre la sécrétion et la résorption dans les états physiologiques. Nous sommes dans l'état physiologique. En cas de pathologie, s'il y a une interruption ou bien un déséquilibre dans l'un des étapes là, on va noter de l'hydrocéphalie. Donc, ce phénomène de résorption, c'est un phénomène hydrostatique. Il va dépendre du gradient de pression entre le SCS dans l'espace sous-arachnoïdien et la pression veineuse cérébrale. Il ne nécessite pas de l'ATP. C'est un simple gradient de pression. À l'inverse de la sécrétion, gardez-vous en tête qu'elle a été une sécrétion active qui nécessite de l'ATP et de l'énergie, plus de la pompe A plus K+. Donc, la pression au niveau du sinus veineux intracrânien est d'environ de 5 mm Hg chez l'adulte en décubitus dorsal. Elle est donc, par définition, toujours légèrement inférieure à la pression du SCS. C'est normal pour déterminer, pour constituer un gradient de concentration qui va permettre du SCR de s'échapper
vers ces sinus veineux-là pour être résorbés. Il existe des sites accessoires de résorption. Ils sont décrits les villosités rachidiennes, lymphatiques, paracervicaux, la gaine des nerfs crâniens, par exemple, comme le nerf optique en particulier et les nerfs périphériques. Donc, ces sites-là sont d'importance non négligeable lors de l'élévation pathologique de la pression intracrânienne. Donc, ces sites de résorption secondaire, ils ne sont pas à négliger en cas de pathologie. Ils constituent un issue de secours lorsque l'hypertension ou bien la sécrétion de SCR a augmenté plus que la normalité. Donc, la pression intracrânienne ou lors des scléroses du système vélositaire. Donc, toujours on note que il existe des calcifications dans les ventricules avec l'âge. Il existe des scléroses du système vélositaire même avec l'âge. Ça va diminuer le rendement de résorption. Donc là, on va céder à ces systèmes dits accessoires, mais ils sont très importants en cas de pathologie. Donc, c'était la résorption, la physiologie de la résorption. Si vous avez compris bien ces trois étapes-là, la physiopathologie sera très facile. Ça, c'est de la physiopathologie de l'hydrocéphalie. Ça nous fait appel du composant du système nerveux central. C'est du parenchyme, c'est du système vasculaire et des secteurs liquidiens qui est le SCS. Il existe un équilibre constant entre ces trois secteurs-là. Donc, lors de l'inflation ou bien l'augmentation de l'un de ces secteurs-là, les deux autres vont céder de la place en modifiant leur volume. Bien sûr, c'est un système, on avait dit ça dans le cours de l'HIC, que c'est temporaire ou bien il est compensateur, mais il est défaillant malheureusement si l'augmentation est très importante d'un des secteurs-là. Donc, la distension de ce secteur liquidien, du SCR, elle va donner une souffrance du parenchyme qui est incompressible et une variation en volume du système vasculaire. Donc, si le SCS va augmenter de volume, là, c'est le secteur vasculaire qui va céder du volume et du parenchyme qui va être compressé. Et là, va donner de la diminution du débit sanguin cérébral, qui est une complication à redouter au niveau de l'hydrocéphalie, comme nous allons voir dans la clinique. Donc, les limites de la compensation sont le temps de constitution de l'hydrocéphalie. Donc, l'hydrocéphalie ne va pas constituer directement. Toujours, il existe des mécanismes compensatoires dans l'organisme, mais malheureusement, à un certain seuil, ils vont être défaillantes. Là, c'est la différence qui va être entre la pression artérielle moyenne et la pression intracrânienne. Donc, la différence va être perturbée et va causer une diminution du débit sanguin cérébral, comme je vous ai dit. Donc, selon ces mécanismes de compensation, on peut voir soit de l'hydrocéphalie qui est aiguë, lorsque ces mécanismes vont être défaillants de façon brutale, ou bien de l'hydrocéphalie qui est chronique, si le système de compensation vont être dépassés avec le temps. Donc, selon ce critère de compensation, on peut noter de l'hydrocéphalie qui est aiguë et de l'hydrocéphalie qui est chronique selon les mécanismes compensateurs de l'HIC, de l'hypertension intracrânienne. J'espère que c'est clair, c'est facile. Si vous avez retenu de la physiologie, toujours la physiopathologie sera très facile à retenir. Donc les conséquences là, bien sûr, on avait dit qu'il existe trois parenchymes, bien trois secteurs, trois volumes, le parenchyme, le SCR et le sang. Donc en cas d'augmentation du SCR qui est en gras là, le total, le volume de la boîte, ou du contenu va être augmenté, mais gardez-vous en tête, on avait dit que la boîte crânienne, elle est inextensible. Donc, selon les lois de physique, on a une augmentation du volume, mais la boîte crânienne, elle est inextensible. Donc, ça va donner une hypertension, hyperpression. C'est de l'HTIC, c'est l'hypertension intracrânienne.
je vous invite à consulter le cours de l'HIC. On a parlé de toutes ces complications-là de façon détaillée. Donc ça, c'était la première partie du cours de l'hydrocéphalie. C'était des rappels anatomiques, des notions de base avec de la physiopathologie. Dans les prochaines parties, on va voir de la clinique, de la paraclinique, des complications, des diagnostics et aussi du traitement. J'espère que la vidéo a été claire. Je vous rencontrerai prochainement, Inch'Allah, dans la suite de ce cours. Merci pour votre attention et bon courage, mes confrères.